Oui, alors là, c'est ce qu'on appelle effectivement le destin tragique du dissident qui n'a pas réfléchi plus loin que le bout de sa petite prestation YouTube. Vous voyez, c'est que aujourd'hui le système qui a du mal à nous diaboliser par les médias traditionnels, parce qu'en fait les gens qui ont compris que les médias traditionnels étaient entièrement sous contrôle de l'oligarchie que j'ai désignée tout à l'heure, se foutent un peu de savoir que ces mêmes médias sous contrôle oligarchique diabolisent des gens comme Dieudonné et Alain Soral. Ils vont voir par eux-mêmes, en allant au spectacle de Dieudonné ou en allant voir le travail quotidien qu'on produit sur Égalité et Réconciliation, et ils comparent les deux versions. Et ils se disent, il y a une certaine rigueur dans ce que propose Alain Soral. Hein. Donc là, le système se dit, on n'arrive pas à diaboliser cette dissidence sérieuse de l'extérieur. Donc il faut la diaboliser de l'intérieur. Alors pour ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font pression sur certains dissidents, notamment certains qu'on a aidés, par des quenelles d'or, en leur donnant une certaine audience grâce à notre site qui a une grosse audience. Parce que je rappelle, c'est le premier site de réinformation de France, hein, avec des statistiques très importantes. Ma dernière vidéo, qui donne une explication un peu sérieuse des événements du 13 novembre, est à près de 900 000 vues rien que sur YouTube. Je pense que c'est beaucoup plus que l'audience d'un Bernard-Henri Lévy au bout d'1 heure de monologue dans l'émission de Ruquier. Vous deviez pas l'appeler le génie du judaïsme, le livre ? J'ai longtemps hésité entre les deux titres, oui, c'est vrai. Pour rappeler à tous les Français d'aujourd'hui, en effet, ce qu'ils doivent au judaïsme. Donc l'oligarchie s'est dit, maintenant il faut qu'on attaque la dissidence de l'intérieur. Alors soit ils font attaquer les dissidents sérieux que je suis par d'autres dissidents moins sérieux et plus fragiles. Professeur, et Paul-Éric Blanc, pourquoi n'était-il pas présent aujourd'hui ? Parce qu'il a la trouille. Il a le trouille. Je suis cerné par les lâches, de toute façon. Soit ils les cooptent en leur disant t'as un petit talent d'agitateur ou d'animateur. En général, ce sont des types qui font des petites vidéos concept et ils leur disent voilà, si tu dis que tu n'as rien à voir avec Alain Soral et que tu n'es pas antisémite, c'est comme si la question se posait et que tu n'aimes pas Dieudonné et que tu ne t'intéresses plus à la question palestinienne, etc. Tu seras coopté soit d'abord par le Jamel Comedy Club, hein, et puis après peut-être tu auras droit à la bande à Ruquier, voire même Canal+, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on voit des petits types de la complosphère, on va dire, qui produisaient une petite information alternative, mais toujours comme comique. Le comique est lâche. Ayant beaucoup ramé dans le bas musical avant d'accéder au Sunlight, animation de comité d'entreprise, Club Med, café-théâtre, le comique vit dans la terreur de redescendre. D'où l'incommensurable lâcheté d'un Smaïn, le beurre de service, aujourd'hui remplacé par Jamel Debbouze, prenant le parti d'en rire, quand on l'interrogeait sur la ratonnade de la guerre du Golfe, sans doute pour ne pas froisser les organisateurs de spectacles traditionnellement peu acquis à la cause arabe. Quant au prétendu engagement de certains, compte tenu des liens étroits qui unissent monde de l'argent, politique et médias, soyez sûr que s'ils étaient vraiment subversifs, ils seraient passés à la trappe. Alain Soral. Et ça, c'est l'exemple du petit... C'est pas des recherches sérieuses, les articles que tu trouves sur Wikicomplot ou les sites conspirationnistes. Il faut toujours vérifier les sources. Allez, je te laisse. Adieu. Kevin Rezi, lui, qui a carrément fait un spot pour le gouvernement. Et là, effectivement, il se retrouve maintenant un peu mal à l'aise parce que ceux qui l'ont coopté avaient pas mal fait leur boulot, parce qu'on est quand même dans une période d'effondrement, hein, où les tapins de l'oligarchie sont des incapables. Alors ils se sont rendus compte qu'ils avaient pris un type qui avait été mouillé dans la complosphère sérieuse. Donc le type se retrouve montré du doigt comme traître par la dite complosphère. Quel vendu. J'espère que tu as touché un gros chèque pour le rôle du collabo. Encore un qui baisse son froc. Fallait bien ça pour passer chez Arthur. Tapin du système. L'argent t'a fait baisser ton froc, ou il était déjà baissé, mon pauvre ami. On t'a payé combien pour faire ce sketch? N'est pas Dieudonné qui veut. Bravo Kevin. L'année prochaine tu seras invité au dîner du CRIF. Et en même temps, le gouvernement se rend compte effectivement qu'ils ont coopté un complotiste. Et il y a eu un clip de Kevin Razi, qui est un humoriste très connu sur Internet, Dailymotionneur, et qui a fait l'objet d'une polémique puisqu'il a participé à une émission avec des conspirationnistes. Donc ça fait tâche, ça. Donc là, c'est la justice immanente. Mais ça, c'est le problème quand on a comme possibilité d'avenir, en étant un peu finalement un gagman, que d'être gagman dans le système, puisque ces gens-là n'ont effectivement, contrairement à moi et à Dieudonné, mis en place aucun projet global pour pouvoir survivre jusqu'au bout, malgré toutes les persécutions. Et c'est effectivement le cas d'un qui vient de nous lâcher
récemment. Le débrancheur. Qui est le débrancheur, qui aujourd'hui prétend qu'il n'avait rien à voir avec nous et moi. Qu'est-ce qui permet de dire que je fais partie de la mouvance Sourate Dieudonné? Peut-être, non, à ce moment-là, peut-être parce que parmi les 110 bouquins que j'ai présentés dans toutes mes vidéos, j'en ai relayé un de lui. Voilà, effectivement, à ce moment-là, oui, j'ai relayé un livre de lui, mais à ce moment-là, il faudra dire que je suis dans la mouvance Zemmour-noloïste, parce que je donne des livres de Zemmour. Ensuite, on pourrait dire à ce moment-là que je suis dans la mouvance Attali, parce que je donne beaucoup de livres d'Attali. Ou sinon, peut-être que c'est pas le fait que je relaie des livres, peut-être parce que je suis relayé par Égalité et Réconciliation. Mais à ce moment-là, je suis aussi relayé par le Cercle des Volontaires. Je suis aussi relayé par... tu nous mets dans la merde, par contre. Alors là, je vais quand même, pour lui répondre à ce petit débrancheur, devant témoin, que nous t'avons accueilli pour faire tes vidéos pendant des mois et des mois à notre local de Saint-Denis, c'est-à-dire que tu travaillais sur nos machines, et nous avons même payé les factures de tes montages, et que tout ce que tu dis, tu l'as appris chez moi et dans notre bibliothèque Contre-Culture, et que tu as été pendant au moins 2 ans une de nos créatures, et que nous t'avons aidé de A à Z, et que nous avons même payé pour toi. Alors maintenant, comme tu nous lâches, on va te dire, tu te débrouilles par toi-même sans que nous relayions tes vidéos sur Égalité et Réconciliation, parce que c'est de là que venait ton audience, tu vas t'en rendre compte. Et comme je n'aime pas les traîtres, les lâches et les salopes, je dis bien, puisque je suis beaucoup plus regardé que toi, que oui, tu viens bien de chez nous intégralement. C'est-à-dire que tu venais tous les dimanches à notre local de Saint-Denis, travailler sur nos machines, avec nos techniciens, et nous payions même ta post-production. Nous payons les factures de ta post-production pour te dire jusqu'où tu es allé dans la collaboration avec nous. Donc nous t'avons aidé de A à Z parce que tu faisais un travail qui était pas mal. C'est-à-dire quand on enlève le côté gag et le côté one-man show. Rothschild. Qui est Rothschild? Non. Pourquoi Rothschild? Je n'en sais sûrement pas plus que vous. C'était du Soral pour adolescents avec sans doute un peu d'habillage inutile, mais tu avais carte blanche pour faire ce travail, parce que ça touchait une clientèle intéressante. Et aujourd'hui, il semblerait que, j'ai vu un reportage de France 2 où tu as été flouté, où on n'a pas donné l'école où tu travaillais, c'est-à-dire qu'ils ont été gentils avec toi, tu ferais partie du futur contingent coopté par le système pour faire un travail ambigu de double allégeance. Donc voilà. Donc je dis à tes maîtres et à tes futurs maîtres qu'effectivement tu es un pur produit au départ d'égalité et réconciliation, et un type effectivement qui doit beaucoup à Alain Soral. Voilà. Ça te fera les pieds. Nos maîtres oligarchiques voient bien que leur vision du monde très inégalitaire, et sur le plan ethnico-religieux et sur le plan économique, amène une crise sociale aggravée, c'est-à-dire de la colère populaire de masse. Et pour ça, la réponse, il y en a plusieurs, c'est, on va dire, la destruction de l'identité nationale et de la possibilité de s'identifier à un peuple quel qu'il soit. Donc c'est le métissage généralisé, la destruction des frontières, et aussi l'horizontalisation des violences, en faisant déferler sur un peuple qui souffre pour des raisons économiques d'autres miséreux dont on a créé la misère en Irak, en Libye, etc., qu'on fait déferler sur les populations souffrantes. Et ça donne Cologne, ça donne Calais. C'est-à-dire l'horizontalisation des violences et des souffrances. C'est ce que j'ai déjà décrit depuis des mois et des années. C'est-à-dire qu'on envoie contre un peuple en souffrance, un autre peuple en souffrance, un sous-prolétariat délinquant contre un prolétariat au chômage. Horizontaliser et ethniciser les violences pour ne pas que se produise une violence politique légitime, qui est la violence qu'on appelle le combat de classe, qui est le peuple persécuté, humilié et précarisé, qui se révolte contre son oligarchie, ce qui devrait être la situation logique. Donc notre élite, qu'on a bien identifiée, fait tout pour que le combat s'horizontalise et s'ethnicise. Et pour ça, ils nous font rentrer, grâce à l'espace Schengen et grâce aux lois de l'Union européenne, et grâce aussi à nos petites élites métisseuses. Oui, il faut accueillir les réfugiés qui meurent aujourd'hui en Méditerranée. Est-ce qu'on veut vivre entouré de miradors et de barbelés avec des cadavres dans nos mers et sur nos côtes et sur nos routes, ou est-ce qu'on assume d'être une société ouverte? On a le petit Glucksmann qui a pris le relais de son père, à bien nous culpabiliser pour qu'on soit obligé d'accepter ces hordes de nomades, de nomades parasites, hein,
C'est comme ça qu'ils viennent pourrir la vie des producteurs sédentaires en voie en plus de comment dirais-je, de précarisation par le chômage. Voilà. Donc ça donne effectivement les événements de Calais, c'est-à-dire de la délinquance et de l'insécurité qui perturbent non pas nos élites de la grande bourgeoisie protégée, mais le petit peuple déjà à la vie précarisée de Calais. Et ça donne à Cologne, effectivement, quelque chose de bien plus grave. Forte émotion et polémique en Allemagne après les agressions sexuelles de masse perpétrées la nuit du Nouvel An à Cologne. Plusieurs centaines de personnes fortement alcoolisées ont abusé sexuellement une centaine de femmes. Ma fille était debout juste à côté de moi et j'ai sursauté en l'entendant crier. Et j'ai vu un homme de type moyen-oriental mettre sa tête dans son décolleté, la soulever en la serrant dans ses bras si fort qu'elle avait du mal à respirer. Il y avait encore des étrangers qui essayaient de la tripoter. J'en repoussais un, le suivant arrivait. Je le repoussais encore et c'était un chemin de croix pour réussir à la protéger. Il est évident que quand vous faites rentrer massivement des jeunes hommes nomades, prédateurs et parasites dans des sociétés avancée, basée entièrement sur la culpabilisation, la haine de soi, le féminisme, la dévirilisation, c'est la situation allemande. On ne peut clairement pas accepter les propos néo-nazis de certains citoyens sous prétexte qu'ils sont inquiets. C'est dans ce quartier que des réfugiés se sont installés depuis plus d'un mois. C'est vrai qu'on a facilement des préjugés, mais bon, on ne dit trop rien, sinon on risque de passer pour des racistes. Quand vous télescopez ces deux populations, ça donne des jeunes femmes effectivement, qui s'excusent de ne pas se laisser violer, une fois de plus, comme elles se sont fait violer par l'armée rouge quand elle a pris Berlin, et qui s'excusent en fait, au niveau de leur mental, de ne pas offrir leurs fesses à des jeunes prédateurs, des jeunes adultes, dans une situation de misère sexuelle. Nous sommes tous très tristes après ce qui s'est passé la nuit du Nouvel An, dit cette jeune femme. Et ce qui nous attriste encore plus aujourd'hui, c'est que des groupuscules néo-nazis utilisent ça pour en tirer profit et se présenter comme les défenseurs des droits des femmes. Leur pancarte proclame que le fascisme n'est pas une opinion mais un crime. Ils sont venus dénoncer les amalgames et réaffirmer leur soutien aux réfugiés. Et là, les médias font tout pour cacher la chose. Les forces de police sont incapables de réagir, parce que se pose toujours la question de l'antiracisme et pas la question de protéger leur propre population. Et donc, il y a eu toutes ces agressions qui ont été d'abord cachées, puis révélées, et qui aujourd'hui sont très dures à gérer, parce qu'effectivement, ça fait monter les extrêmes droites allemandes. Alors ça, c'est les effets à la marge de tout ça. Effectivement, ça met en danger quelque chose qui s'appelle l'Union européenne, l'espace Schengen, et ça, je m'en réjouis. C'est-à-dire que, rappelez-vous le sous-titre de mon livre Comprendre l'Empire, demain, la gouvernance globale, c'est-à-dire la fin des frontières, la fin des États, la fin du droit de se revendiquer d'une nation au profit d'une gouvernance globale oligarchique, voilà, ou la révolte des nations. Une tentative d'imposer par la ruse un pouvoir dictatorial qui met, à l'horizon 2012, le monde occidental face à ce choix qui l'engage tout entier, la soumission totale à cette oligarchie spoliatrice qui n'a eu de cesse, depuis plus de 2 siècles, d'organiser cette guerre de tous contre tous, annoncée par Marx, pour parvenir à cette fin. Où la révolte des peuples enracinés réduits en esclavage, quand ce n'est pas poussé à la misère, contre cette oligarchie nomade au procédé satanique menant, pour son seul intérêt, le monde à cet âge sombre, décrit par la tradition. Alain Soral. Comprendre l'Empire. On est dans cette espèce de bain tragique actuel. D'ailleurs, sur ces agressions, on n'a pas entendu Clémentine Autain s'exprimer. Oui, il y a que le seul type aujourd'hui qui réagit assez bien sur tout ça, c'est Zemmour, qui n'est pas du tout sur la ligne Finkielkraut. Le droit d'asile, c'est Victor Hugo s'exilant de France pour Guernesey. Le droit d'asile pour des millions de gens, cela s'appelle une invasion. Finkielkraut parle très peu de tout ça. Et effectivement, la petite Clémentine Autain est très mal à l'aise parce que c'est une fille qui a eu dont on peut comprendre toutes les problèmes comment dirais-je, d'intelligence politico-sociale par le fait qu'elle a été violée adolescente. Donc effectivement, elle a un traumatisme qui l'empêche peut-être de penser politiquement de manière parfois plus intelligente. Et elle est en tant que sans-papiériste, en tant que issue d'une certaine extrême gauche, touche pas à mon pote, elle voit dans le migrant une chance. La circulation des êtres humain doit être favorisé. Le problème majeur en Europe et en France n'est certainement pas l'immigration. L'immigration est une richesse, ça représente une infime partie de la population et ce qui devient totalement nauséabond dans le débat actuel, c'est qu'on a l'impression que cette toute petite partie d'immigrés n'est pas bienvenue. Quand on parle effectivement de tous ces prédateurs, violeurs, elle a les fils qui se touchent. Parce que sa vision du monde devient complètement dysfonctionnelle et incohérente. Et effectivement, elle peut pas produire de commentaires. Parce que c'est comme l'antiraciste, anti-islamiste.
Vous voyez, à un moment donné, il protège d'une main celui qui l'attaque de l'autre. Donc là, on est face à tous des gens, toute une catégorie de gens qui sont aujourd'hui disqualifiés parce qu'ils sont dans la schizophrénie symbolique politique. Si ces gens veulent se retrouver à Calais, c'est parce qu'ils rêvent d'aller en Angleterre. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre, depuis Margaret Thatcher, qui a produit une destruction totale de l'État-providence et de l'État protecteur anglais, par la déréglementation totale du marché du travail anglais, a donné l'idée et a produit l'illusion ou même l'idée qui a un certain sens que n'importe quel crevard du monde entier pouvait venir en Angleterre parce qu'avec la précarisation du monde du travail, il pouvait trouver un boulot parce qu'il n'y a plus de CDI en Angleterre. Fille d'épicier, Margaret Thatcher veut gérer son pays comme une entreprise. Les dépenses publiques sont réduites, priorité au marché et au secteur privé, dit la dame de fer, inspirée des thèses de Milton Friedman. Dérégulation, ouverture aux capitaux étrangers, la City s'impose comme une place boursière mondiale. Quand Margaret Thatcher quitte le 10 Downing Street en 1990, l'écart de niveau de vie entre les pauvres et les riches est identique à celui des années 30. Donc si nous avons tous ces migrants qui stagnent à Calais et qui pourrissent la vie des Calaisiens, c'est à cause de la haute aspirance de la législation du travail anglaise. Normalement, un homme politique français, un patriote français, un type qui défend l'intérêt des citoyens français, devrait laisser ces migrants passer en Angleterre. Aujourd'hui, je peux annoncer que nous avons décidé d'investir 17 millions de livres supplémentaires pour renforcer les infrastructures sécuritaires à Calais et pour soutenir le travail des policiers français. Quand nous ne faisons pas le tapin pour Israël ou pour les États-Unis, nous faisons le tapin pour le régime anglais. C'est absolument anormal. Les Français devraient faire davantage pour empêcher les migrants de venir. Ils n'en font pas assez. On n'a pas à les garder sur le sol français. Et je vois même des espèces d'abrutis membres d'ONG françaises, en général des gonzesses, qui n'ont pas encore subi la violence des prédateurs nomades suffisamment pour comprendre qu'elles sont dans des idéologies totalement dysfonctionnelles, qui supplient ces migrants de demander le droit d'asile en France, alors qu'ils ne le veulent pas. Si vous faites votre demande d'asile en France, si vous relevez de la protection, vous obtiendrez l'asile en quelques semaines. Elle déploie toute son énergie pour les convaincre, mais rien n'est gagné. Ça n'a pas de sens. Si j'avais envie de rester en France, je n'aurais pas besoin que quelqu'un me dise de le faire. Un paradoxe. La France qui demande à ses migrants de rester, alors qu'eux-mêmes ne rêvent que d'une chose, rejoindre l'Angleterre. Le jour où les patriotes français reprendront le pouvoir, ils prendront des mesures qui sont utiles au peuple français en laissant les djihadistes partir faire le djihad là-bas. Poutine et Assad s'en occuperont. Et à laisser ces migrants qui traversent la France, en passant d'ailleurs par la Turquie, l'Europe de l'Est et l'Allemagne, qui sont bloqués à Calais, à les laisser passer en Angleterre. Comme ça, les Anglais réviseront peut-être leur législation du travail et peut-être protégeront à nouveau, par leur code du travail, le travailleur anglais. Voilà, ça sera bénéfique pour tous les patriotes, comme je le dis une fois de plus, patriotes du monde entier. Unissez-vous et unissons-nous pour lutter contre la prédation oligarchique, c'est-à-dire ces prédateurs du haut qui se servent des prédateurs du bas pour tous, nous détruire. Voilà. Alors au début, j'étais très heureux de me dire ça bouge un peu du côté de l'armée, parce qu'il va bien falloir que des corps constitués se révoltent. Les flics qui passent leur temps à surveiller des synagogues et des bar mitzvahs savent très bien qu'ils le font pas pour l'intérêt français. Les soldats français dont on détruit les budgets et qu'on envoie faire des opérations de police pour l'oligarchie mondialiste, c'est-à-dire pour les intérêts souvent américains, voire israéliens, savent très bien qu'ils travaillent pas dans l'intérêt supérieur du pays. Les corps constitués français, je le sais parce que je suis en contact avec eux, voient très bien qu'on les envoie de plus en plus au tapin et qu'en plus on réduit de plus en plus leur budget, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie, c'est général. Donc on espère qu'à un moment donné, il va y avoir un sursaut d'insoumission et un sursaut de révolte et un sursaut révolutionnaire de ces corps constitués. C'est notre seul espoir. Et là, quand je vois un général qui est un haut gradé, qui est président, je crois, de l'association des parachutistes et qui est le plus haut gradé de la Légion dire « Je vais à Calais dans une manif organisée par… » Pegida, le mouvement islamophobe allemand, appelle à manifester aujourd'hui dans plusieurs pays d'Europe contre la présence des migrants. Il veut notamment organiser une marche à Calais, une manifestation interdite par la préfecture par crainte de débordement. Aujourd'hui, il avait été dit, effectivement,
qu'on n'était pas des voyous, des crapules, qu'on était là pour essayer de faire régler par l'État le problème de la ville de Calais, qui est une jungle inacceptable dans un État de droit. Et donc que vous ayez été mis en place ici, c'est une chose. De là à faire les charges que vous faites, c'en est une autre. Et c'est ça que moi j'attendais de frères d'armes. Il y va, il dit j'y vais, j'assume. On se dit bon, enfin, des militaires français vont enfin oser dire que trop c'est trop, que ça suffit, et qu'ils se révoltent contre quelque chose dont ils ont autant pris conscience que moi. Moi j'ai simplement le courage ou la folie de le dire publiquement. Hein. Alors j'étais très content. Il y va. Alors le premier scandale, c'est qu'il se fait arrêter violemment par la police. C'est-à-dire que la police, aux ordres d'un petit préfet dont il faudrait montrer la photo pour voir qui règne sur qui aujourd'hui, c'est un peu comme quand on voit Aziza me menacer et m'insulter. Il y a quelque chose qui heurte le sentiment commun, vous voyez. Un monde qui fonctionne bien ne peut pas être un monde où un petit flic arrête un général comme ça et le brutalise. Alors je me dis, c'est bien parce que les militaires vont être scandalisés de cette arrestation, vont prendre conscience que le pouvoir qui nous dirige et qui nous opprime ne recule devant rien, devant aucun symbole pour aller frapper, malmener un vieux général. Hein. Et puis malheureusement, patatras, 2 jours après, 3 jours après, on voit ce général à RTL devant, pas devant n'importe qui, devant Marc-Olivier Fogiel, c'est-à-dire devant un petit animateur de télé qui a le niveau de légitimité et de culture pour animer normalement des émissions de jeu, pas pour parler de politique et pas pour parler de choses aussi sérieuses avec un général à la retraite. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette manifestation qui était interdite, vous qui avez l'habitude de répondre à des ordres, en plein état d'urgence? Rétrospectivement, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'y être allé, mon général? Je regrette parce qu'effectivement, on a dit que c'était PJDA, qui est un mouvement pour lequel je ne partage donc aucun lien, qui est un mouvement d'extrême droite, extrêmement intolérant, voire un peu fasciste. On n'est pas raciste, on n'est pas xénophobe, on n'est pas islamophobe. Il aurait dû y réfléchir avant, il le savait. Peut-être qu'il n'aurait pas dû y aller pour ça, effectivement. Mais en tout cas, il ment en disant qu'il regrette d'y être allé pour ça. En fait, il se soumet à Marc-Olivier Fogiel, il s'humilie, il renie, son action. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a dû le menacer de lui retirer sa carte vermeille. Hein. Et là, on a ce qu'il faut penser du haut commandement de l'armée française. Je rappelle que l'armée française a autant de généraux, je crois que c'est 5500, que l'armée chinoise, qu'il n'y a pratiquement plus de quoi, en termes de militaires d'actifs, je crois qu'il y a à peine de quoi remplir le Stade de France. On peut même pas mettre 100 000 soldats maintenant sur le terrain, alors qu'on leur demande d'aller faire le gendarme pour les intérêts étrangers partout dans des continents aussi vastes que l'Afrique et des régions aussi dangereuses que le monde arabe. En résumé, l'armée française n'a plus les moyens de faire face aux menaces d'aujourd'hui. Ah, très sûrement. Écoutez, très sûrement. Ça fait plus de 25 ans que les budgets s'effondrent et que les menaces croissent. On sait bien que le feu a pris complètement. On vient de le voir encore autour de l'Europe, de l'Ukraine, en passant par le Moyen-Orient, jusqu'au Sahel, que les armées françaises sont véritablement surengagées et que donc elles sont étirées, écartelées. Ça me permet de faire une digression. Un général de l'armée française de 70 ans, quand on dit c'est un grand militaire, j'aimerais bien savoir dans quelle guerre il s'est illustré. Je crois que la dernière fois qu'on a fait la guerre, elle a duré 1 mois et c'était en 40. Sinon, la dernière fois qu'on a pu vraiment dire qu'on avait fait une guerre et qu'on pouvait se prévaloir d'un prestige militaire, c'est la guerre de 14-18. Donc en fait, ce général qui s'est soumis à Marc-Olivier Fogiel et à l'oligarchie française parce que simplement on lui a menacé de lui retirer sa carte vermeille, n'est jamais qu'un type qui a dû être un bon gymnaste dans les années 50. Hein. Enfin, je sais pas, il suffit de retirer 50 ans à sa vie. Et voilà. Quant à savoir où est-ce qu'il s'est illustré militairement, j'aimerais bien savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il se comporte bien moins sérieusement et courageusement que des tas malheureusement de civils. Alors ce soir, je m'adresse au système. Je m'adresse aux oligarques qui ont oublié ce que le mot honneur veut dire, afin qu'ils sachent aussi que si certains cèdent aux pressions, ce que je comprends et que je ne juge pas, d'autres sont prêts à rester debout face à lui avec la certitude qu'ils vaincront. Et je pense que quand on regarde la manière dont certains militaires s'impliquent dans des processus révolutionnaires, je pense que n'osent se bouger au niveau militaire que des gens qui ne sont pas au-dessus du grade de capitaine. Hein. C'est au-dessus, en général, ils sont tous francs-maçons et ils ont tous intérêt à tapiner. Ils ont tous suffisamment d'avantages sociaux pour la fermer. Hein. Donc, je pense qu'on ne peut espérer un sursaut de la
de l'armée française qu'un sursaut des types qui sont pas plus hauts que le grade de lieutenant. Et j'ai plus confiance dans les sergents. Et après, j'ai demandé à mes amis légionnaires, ils m'ont dit c'est une truffe. Hein. Ils m'ont dit tu vas voir, tu vas être déçu. Donc c'est pas moi qui le critique, ce sont des légionnaires qui le critiquent. Et ces légionnaires qui le critiquent, eux n'ont jamais dépassé le stade de sergent. Parce qu'un légionnaire qui veut vraiment, qui veut aller au combat et qui est méritant en tant que combattant, en général, il termine pas général. Hein. C'est une remarque. Il est première pompe et il est jamais au-dessus du grade de sergent parce qu'après il fait plus la guerre. Hein. Faut bien comprendre. Ceux qui font la guerre, ils sont tout le temps. Il suffit de regarder le très bon film. On voit très bien qu'il y a un type de terrain qui est sergent, qui pilote en fait un lieutenant issu d'une école de cadre, quoi, voilà, et qui est un bourgeois et l'autre est un type du peuple. C'est un peu ça l'idée. Donc moi, je ne fais confiance qu'aux militaires qui ne sont pas trop haut gradés. Les autres, ce sont des bénéficiaires du système, des gens qui ont rarement fait la guerre, mais se retrouver face à des hauts gradés de l'armée, notamment dans des stages de sport de combat, etc. C'est des chauves avec du bide, ils pèsent pas une cacahuète, hein, voilà. Et donc je salue une fois de plus les militaires de terrain. Hein, c'est-à-dire les deuxièmes pompes, les premières pompes, les caporaux-chefs et les sergents. Au-dessus, je commence à douter. Hein. La révolution des corps constitués passera par le bas des corps constitués. Après, il y a le plafond de verre, et au-dessus du capitaine, ils sont tous francs-mac et au tapin, hein, en gros. Voilà. C'est ce que me disent les mecs de la base. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Alors, ce débat de la déchéance de la nationalité me rappelle exactement le débat super bidon de l'abolition de la peine de mort. Hein. Il a fallu attendre que le vieux académicien aux yeux bleus là. Et maintenant, il faut attendre d'Ormesson pour entendre quelques vérités, pour vous dire où on en est d'effondrement. Hein. Voilà. Quelquefois, je me demande s'il n'y a pas une ombre d'enfumage. C'est effectivement de l'enfumage. On peut déjà déchoir de la nationalité avec le je sais pas comment on dit, l'arsenal juridique tel qu'il est. 2, promettre de déchoir de leur nationalité des musulmans radicaux qui chient sur la France et qui rêvent que de mourir héroïquement pour Daesh, ça n'a strictement aucune utilité. On traque les mortels, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. L'homme est un fossoyeur. J'ai fait allégeance au calife dès la déclaration du califat. Le forcené armé est immédiatement stoppé par des dizaines de coups de feu. Oh, regardez ça, au taquet. Au volant, Mohamed Merah. Le fait que des jeunes de nationalité française, c'est-à-dire des Français de papier, combattent contre les intérêts de la France, contre la France avec la haine de la France, ça pose une question fondamentale, dont la réponse n'est pas la déchéance de la nationalité post-mortem, mais de réviser drastiquement le code de la nationalité, c'est-à-dire d'abolir enfin une absurdité qui s'appelle le droit du sol intégral. Comment devient-on français? Faut-il le mériter, autrement dit pour les plus conservateurs, écarter les étrangers, ou bien suffit-il d'être né en France, même de parents étrangers, pour être automatiquement français? À ceux qui invoquent le droit du sang, né de parents français pour être français, s'opposent les partisans du droit du sol, beaucoup plus hospitalier. Il faut bien préciser que le droit du sang, c'est le droit des sociétés primitives, le droit du clan, le droit de la tribu, le droit de la famille, et que toutes les sociétés évoluées, parce qu'il est normal qu'elles accueillent un certain nombre de gens qui naissent sur leur sol, ont adopté le jus soli, c'est-à-dire le droit du sol. Donc le vrai problème, c'est non pas la déchéance de la nationalité, qui est une absurdité, l'inscrire dans la Constitution, c'est très malsain, c'est le problème de tous ces binationaux qui n'aiment pas la France, c'est le problème de tous ces nationaux qui n'aiment pas la France, et c'est le problème du droit du sol intégral. Toute nation qui fonctionne sur le droit du sang et un droit du sol très relatif et à condition. Je ferai remarquer que nos maîtres judéo-sionistes sont tous sur le droit du sang intégral. Et la clé, je crois, de la raison d'être, la raison de la survie du peuple juif, c'est la capacité à faire en sorte que les enfants soient juifs. Moi, je suis aussi
le représentant d'une vieille tribu. Ouais. Le fils d'une des plus anciennes tribus du monde. Alors Bernard-Henri Lévy, la tribu d'Israël. Ne se coopte que sur le droit du sang, hein, pas sur le droit du sol. Hein. Le gouvernement israélien adopte un projet de loi controversé sur la nature de l'État hébreu. 14 des 22 ministres du cabinet de Benyamin Netanyahou se sont prononcés en faveur de ce texte qui définit Israël comme l'État national du peuple juif. Et donc, il faut revenir impérativement sur le code de la nationalité, abroger le droit du sol intégral et revenir au droit du sang. Hein, voilà. Quand Benzema, qui est un imbécile, mais qui par sa bêtise dit une vérité, il dit l'équipe de France c'est pour le sport, mais mon vrai pays c'est le pays de mes ancêtres, c'est l'Algérie. Et l'Algérie c'est mon pays. Hein. Mes parents ils viennent de là-bas, donc après la France c'est plutôt sportif quoi. Il a parfaitement raison. Le pays, c'est le pays des ancêtres. C'est pas le pays sur lequel vous êtes né par hasard. Imaginez, dites à un Chinois que l'enfant du fils de Dieudonné, c'est-à-dire métis camerouno-français, peut être chinois parce qu'il est né en Chine par hasard, parce qu'il a été mis en garde à vue, lui et sa bonne femme, à un moment donné, par hasard sur le territoire de Hong Kong. Ça aurait pu arriver. Le Chinois, il éclate de rire. Le Chinois, il sait très bien que pour être chinois, il faut avoir des parents chinois, des ancêtres chinois. Moi, je suis double national franco-suisse, bien que j'ai jamais mis les pieds en Suisse et que je suis pas né en Suisse, simplement parce que j'ai des ancêtres en tant que Savoyard qui étaient de l'autre côté du lac Léman. Et que donc j'ai des ascendants suisses. Je ne suis pas né en Suisse et je n'ai pratiquement jamais mis les pieds en Suisse. Mais la Suisse pratique un droit qui est le droit du sang, qui est le droit des peuples et des nations qui fonctionne. Le droit du sol intégral est un droit qui nous a été imposé pour détruire le peuple français et l'appartenance à la nation. L'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde qu'on arrivera à une dissolution de l'État-nation et quelque chose de beaucoup plus intégré. Il faut aussi arrêter avec ce sentiment national. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui une horde de Français de papier ou de binationaux qui effectivement ne sont pas français. Nique ta mère, nous. Nique Marc. Voilà, on pique ta mère, nous. Voilà. Fils de pute de Français qui nous aiment pas. Et je rappelle en dernière instance que le droit du sol est le droit des esclaves, hein, et que le droit du sang est le droit des hommes libres. Hein. Le droit du sol, c'est vous appartenez à la terre sur laquelle vous êtes né, parce que c'est la terre du maître, et vous êtes un serf. C'est le droit du sol, c'est le droit de l'esclave sur une plantation de Louisiane. Vous appartenez à la terre que vous travaillez, sur laquelle vous êtes né, hein, n'est-ce pas? Pour les connards qui vous disent je suis français parce que je paye mes impôts en France. Non, ça c'est le droit de l'esclave. Tu es français parce que tu es issu d'une lignée de gens qui ont fait la France, qui ont aimé la France, qui se sont battus pour la France et qui ont versé leur sang pour la France. Je suis français parce que j'ai été pondu là par hasard et que j'ai payé mes impôts parce que j'ai pas le choix. Ça fait pas de toi un Français. J'ai reçu un appel du gouvernement qui m'appelle à devenir français. Donc, je vais y aller et je pense que ça y est. Tout ça, c'est ce discours d'appartenance à la France est un discours qui vous a été imposé par Bernard-Henri Lévy ou Glucksmann père et fils. Qui mettez-vous sous le terme de réac? Je mets des gens très différents qui parfois s'opposent les uns aux autres, mais qui ont tous en commun le fait de refuser les évolutions de la société contemporaine, les métissages, les échanges, les mélanges qui constituent les sociétés européennes d'aujourd'hui. Et ces gens-là savent très bien que c'est pas ça qui fait comment dirais-je, d'un Français de papier un patriote, de même qu'il ne suffit pas d'être né en Israël pour être israélien, hein, voilà. Il y a deux crises aujourd'hui en France. Il y a une crise démocratique qui est la dictature du politiquement correct et la dictature oligarchique que j'ai décrite, et puis aussi une crise économique gravissime. Et je vous ferai remarquer que nos élites politiques n'ont aucune intention et aucun moyen de lutter contre la crise économique, et systématiquement nous masque cette crise économique en disant quand le terrorisme est à nos portes et quand on tue des gens, on va pas parler quand même de retraite, de droits d'acquis sociaux. La guerre, c'est utiliser tous les moyens dans notre démocratie, dans l'état de droit, pour protéger les Français. Donc c'est en effet l'état d'urgence. Nous allons voir si nous allons le prolonger. Le temps nécessaire. Nous ne pouvons pas vivre tout le temps avec l'état d'urgence. Mais tant que la menace est là, nous devons utiliser
tous les moyens. Ça peut être pour toujours. That could be forever. Et pendant ce temps-là, on a le suicide des paysans, les insurrections paysannes, et aussi, effectivement, à cause de la fin de la PAC, qui est la condamnation à mort de toute la paysannerie familiale et de toute la petite paysannerie française, il faut le dire. Son mari s'est donné la mort. Depuis plusieurs mois, la situation financière de la ferme a empiré. Le prix du litre de lait a encore chuté. Inhumain de travailler sans salaire. Ouais, inhumain. On travaille 70 heures par semaine et puis il n'y a pas de salaire au bout. Ben, croyez-moi, c'est très dur de vivre. Donc là aussi, on est dans une situation pré-révolutionnaire, toujours par le peuple du travail, enraciné, producteur, pas par les parasites nomades du haut et du bas. Et on a aussi l'effondrement de l'hôpital français. Là, on remettra en ligne un article très intéressant. La médecine française, qui était la médecine la plus de qualité, dont on pouvait être fier et qui était un acquis du CNR et qui était un vrai acquis social de la France égalitaire, républicaine et sociale. Avec la Semaine nationale des hôpitaux, la Fédération hospitalière de France nous permet d'apprécier les efforts accomplis. Le malade ne doit plus être seulement un cas pour les statistiques, un client pour les hôpitaux, mais un autre. En rompant avec la politique d'austérité et la carence du financement qui ont freiné l'évolution hospitalière, l'hôpital est déjà, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un grand service public au service de votre santé. L'intérêt, voyez-vous, c'est que dans un petit hôpital, le personnel, disons les médecins, les infirmières, l'ensemble du personnel appelé à donner des soins aux malades, n'est pas dépassé par une organisation trop grande. C'est à une échelle tout à fait humaine. Les malades ici sont soignés par du personnel qui souvent sont connus d'eux parce qu'ils sont du pays. Et le personnel travaille dans un petit hôpital beaucoup avec son cœur. La médecine pour tous de qualité est en train de s'effondrer à cause de la mainmise depuis maintenant une quinzaine d'années du monde de la finance sur les hôpitaux. Les hôpitaux avant empruntaient à une caisse qui était liée à l'État. Aujourd'hui, elle a l'obligation d'emprunter sur un marché qui est non seulement privé mais captif et qui l'a surendetté volontairement. Et toute la mutation des hôpitaux, quand on ferme les petits hôpitaux locaux, que les femmes ne peuvent plus accoucher le week-end et à moins de 50 km, c'est pas pour une amélioration des soins à cause des évolutions techniques et de la concentration rendue nécessaire par le coût des appareils, etc. C'est parce qu'en fait, les hôpitaux français sont surendettés et en faillite. Et là, je vous révèle, et vous pourrez le vérifier par la post-production, que ce que fait le pouvoir politique aujourd'hui face à la faillite des hôpitaux, c'est obliger les hôpitaux à rembourser les emprunts frauduleux qu'ils ont été obligés de contracter et qui les ruinent. Alors que normalement, la première chose à faire, si un jour un pouvoir légitime reprend le pouvoir, c'est aussi annuler instantanément la dette des hôpitaux qui permettent de remettre sur les rails un hôpital de proximité et de qualité. C'est-à-dire que chaque fois qu'on regarde quelque part et qu'on regarde notamment une crise française d'une baisse de la qualité de la vie qui fait que même l'espérance de vie est en train de baisser aujourd'hui en France, on retrouve la mainmise de l'oligarchie financière qui est très liée à l'oligarchie communautaire, qui détruit la France populaire, la France des 30 glorieuses, la France des acquis sociaux, la France de l'égalité sociale, pour enrichir le pouvoir bancaire et avec derrière systématiquement le mensonge direct ou le mensonge par omission de ces relais médiatiques. Les 3/4 des gens pensent que la médecine, ils en sont au serment d'Hippocrate, c'est fait pour soigner les gens en fonction de diagnostics et que c'est pour leur bien. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pécère abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art, dans l'innocence et la pureté. Or, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que la médecine était aussi tombée sous
sous la domination de la logique capitaliste et dans ce processus de domination historique, sous la domination financière, qui fait qu'aujourd'hui la médecine n'est pas là pour soigner les gens, elle est là pour faire pour que le complexe pharmacochimique fasse du profit. Et aujourd'hui, ce pouvoir oligarchique est capable pour, à un moment donné, vendre, par exemple, des choses qui ont été produites par des laboratoires pharmaceutiques qui sont des multinationales, dont sont actionnaires souvent, on le mettra en post-production, des dirigeants politiques et qui ont intérêt donc à faire passer des messages en général, des messages politiques angoissants. Dans l'actualité ce soir, le monde se dresse contre la nouvelle forme de grippe. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est passée au seuil d'alerte 5 sur 6 et demande à chacun de se préparer activement contre la pandémie. La Suisse, les Pays-Bas sont touchés à leur tour. Au Mexique, les habitants sont invités à rester chez eux. Le monde est maintenant au début d'une pandémie grippale. Ça aboutit à une décision politique qui rend obligatoire par décision, par décret, l'achat massif, par exemple, de vaccins. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses avec 3 industriels, Sanofi, GSK et Novartis. Ça représente 1 milliard d'euros. A-t-on surestimé les risques liés au virus de la grippe A? Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le CDC, le virus AH1N1 tue moins que le virus habituel de la grippe. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé auraient-ils exagéré? Auraient-ils été sous l'influence des laboratoires pharmaceutiques lorsqu'ils ont donné l'alerte à la grippe A? Eh bien, ce sont les questions que se pose le Conseil de l'Europe qui soupçonne effectivement l'OMS d'avoir subi la pression des fabricants de vaccins lorsqu'elle a déclaré en juin dernier l'état de pandémie. Donc là, si on regarde cette affaire brésilienne, on voit que quelques mois avant les Jeux Olympiques au Brésil, on fait peser une menace sur le Brésil par une propagande médiatique qui est de dire qu'il y aurait un virus qui serait dangereux. C'est une alerte internationale que lance aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. Le virus se répand à une vitesse explosive. Le niveau d'alerte est extrêmement élevé. Du Brésil à la Guadeloupe, les mêmes scènes. Il faut éradiquer le moustique tigre, responsable de l'épidémie. Qui passerait par un moustique, qui produirait de la microcéphalie chez les enfants. Ces femmes brésiliennes ont accouché récemment. Et toutes ont donné naissance à un bébé microcéphale, une malformation du crâne due au virus Zika. C'est ici, dans l'état de Recife, au nord-est du Brésil, que l'épidémie a commencé. À la fois, on incite les pauvres brésiliens dans un pays de métissage, les pauvres brésiliens à faire massivement avorter leurs femmes. Donc là, on est dans une logique d'eugénisme des pauvres. Marina a peur. Enceinte de 7 mois, cette habitante d'un village perdu du nord-est a contracté le virus Zika pendant sa grossesse. Le fœtus présente une forme très grave de microcéphalie ainsi que d'autres malformations. Et Marina elle-même risque de mourir. Sur le conseil de son médecin, elle a donc choisi l'impensable, avorter, même à ce stade. Nous n'avons pas de diagnostic sûr à 100%, explique cette militante pro-avortement. Mais comme nous ne sommes pas sûrs, les femmes ne devraient pas être contraintes de poursuivre leur grossesse durant cette crise, cette pandémie, comme l'a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. On est en train de faire peser une menace sur un pays qui s'apprête à accueillir massivement des étrangers sur son sol avec des enjeux économiques majeurs qui sont les Jeux Olympiques. Et la solution, c'est quoi? French drug maker Sanofi Pasteur this week launched a project to develop a vaccine. Dr. Nicholas Jackson, who will be driving the new project, said Sanofi Pasteur is responding to the global call to action to develop a Zika vaccine, given the disease's rapid spread and possible medical complications. Sanofi says it can move quickly to develop a vaccine by taking advantage of the research it did for its newly approved vaccine for dengue fever, which is spread by the same species of mosquito as Zika. Alors qu'il n'y a aucun lien entre la microcéphalie, qui est plutôt liée aux conséquences de la misère. C'est pas propre au Zika. La rubéole, cytomégalovirus et les autres virus donnent aussi des microcéphalies. Donc c'est pas que Zika. Les femmes qui boivent beaucoup d'alcool pendant la grossesse, ça donne aussi des microcéphalies. Donc c'est pas quelque chose qui est spécifique. Un agent chimique, le
riproxifène, qui est un insecticide qui a été ajouté depuis 18 mois par les autorités brésiliennes dans l'eau potable pour tenter d'éradiquer les moustiques porteurs de la dengue et de Zika. Il s'agit d'un inhibiteur de croissance des moustiques qui provoque des aberrations morphologiques. Il est fabriqué par un partenaire stratégique de Monsanto et il a particulièrement été utilisé dans le nord-est du pays, là où on rencontre le plus de microcéphalie. Rien n'est prouvé que ce moustique soit le véhicule de ce virus, et tout est prouvé par contre que ce virus est totalement bénin. On sait que dans 80% des cas, cette infection est asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes cliniques. Dans 20%, il y a des symptômes, mais ils ne sont pas très graves. La fièvre, une éruption, des maux de tête, une conjonctivite, mais rien de plus. Donc là, on découvre, parce que là je fais cette analyse, et vous le vérifierez par la post-production, de ce que c'est que l'oligarchie mondialiste. L'oligarchie mondialiste, aujourd'hui, a les moyens de se dire, tiens, on va produire un vaccin, on va mettre en place une campagne d'angoisse, on va faire chanter un gouvernement. Cette crise sanitaire tombe en plus à un très mauvais moment pour l'économie brésilienne qui passe par la pire récession de ces 100 dernières années. 1,5 million d'emplois ont été détruits en 2015. Le PIB s'est contracté de 3,7% en 2015 et on prévoit une chute de 3% en 2016. Le chômage est à 10% et l'inflation frôle les 11%. L'impact du Zika sur l'économie peut être dévastateur. Certains économistes estiment que le secteur du tourisme, qui représente 10% du PIB brésilien, sera gravement affecté. Le nombre de touristes attirés habituellement par le carnaval est déjà en chute libre et il en sera sans doute de même pour les JO d'été.